Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, ce lundi à 20h, le lundi à 20h et en podcast. Aujourd'hui, pression scolaire, est-ce ainsi que les élèves vivent ? Cette émission est pensée avec la collaboration d'Avril Ventura, réalisée par Louise André. Jean-Guilain Meige en assure la prise de son. Nous avons pour cet épisode une stagiaire de 3e, Fiona Ancelet-Diallo. Alors le stress lié aux notes, à Parcoursup et aux emplois du temps chargés touche un nombre croissant d'adolescents au lycée général, mais pas seulement. Comment en est-on arrivé là ? Déjà, la France n'est pas le seul pays touché. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la proportion de filles de 15 ans se sentant sous pression est passée de 54 à 63% entre novembre 2018 et novembre 2024 et de 40 à 43% chez les garçons. Ce gap de genre nous interroge aussi. Notre pays a ses spécificités, comme les amplitudes horaires des cours. En septembre 2024, la pétition pour dénoncer ces emplois du temps lancée par un lycéen TikToker, Sensei. Des mots rencontraient un vif écho jusqu'au ministère, puis plus rien. Mais qui écoute les élèves ? Le 3 décembre, une manifestation a été organisée à Paris devant le lycée Victor Hugo et devant d'autres lycées. Après le suicide d'un de leurs camarades, des élèves parisiens ont donné de la voix contre la pression scolaire. Les CRS furent au rendez-vous, mais du côté des politiques, personne ne s'empare vraiment de ce qui est devenu un sujet de société. Ce sujet, c'est bien cette pression dont tant de parents me parlent, surtout l'année de terminale quand l'orientation mobilise l'attention et l'énergie. Il faut dire que dans un pays, et il faut le dire en début d'émission, où le diplôme compte tant pour le destin des individus toute la vie, Parcoursup qui affiche un classement vire parfois au psychodrame, le psychodrame Parcoursup. D'ailleurs, la nouvelle version de la plateforme qui a été présentée le 11 décembre annonce un accompagnement renforcé des lycéens et leurs familles. Une piste pour dénouer l'angoisse des choix et des études. Alors, les professionnels de la santé ne cessent d'alerter sur le manque de réponses proposées face aux besoins croissants de soins chez les jeunes. Est-ce qu'on ne devrait pas s'efforcer collectivement de rendre l'école et pas seulement Parcoursup moins anxiogène? On va en parler avec un ancien inspecteur général, une psychologue de l'éducation nationale qui est aujourd'hui chercheuse, 3 élèves et une enseignante. Éducation nationale, une pression française. Vous savez bien que ce sont les examens maintenant et que j'ai l'impression qu'on nous demande tellement un océan de connaissances et que j'en connais seulement quelques gouttes, que pour que je satisfaire l'immense connaissance que je ne connais pas, il faut que je travaille. Et le soir, je sommeille, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas assez de sommeil? Non. Tu te couches à quelle heure le soir? 8h30. Tu es fatigué? Oh oui, je suis fatiguée. Pourquoi? Oh, parce qu'on nous donne plein de devoirs. Il y a beaucoup de devoirs à Oui. faire? Je trouve qu'on a beaucoup d'heures et puis au bout d'une année, ça fait quand même beaucoup. Une lycéenne et un élève d'école primaire en 1963 à un micro-trottoir présenté à la télévision. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi, selon vous, Aline Vanzo-Tersted? Je précise que vous êtes ancienne psychologue de l'éducation nationale, aujourd'hui docteur en psychologie et attachée temporaire de l'enseignement et de recherche à terre, donc au Conservatoire des Arts et Métiers, c'est ce que j'essayais de résumer avec le mot chercheuse tout à l'heure, et au sein du laboratoire CRTD, qui est un centre de recherche sur le travail, dans l'équipe Inétop, vous avez donc en cours une thèse à l'Université Paris-Cité sur les mécanismes de stress en lien avec le burn-out et l'engagement à l'école chez les lycéens. Burn-out, le mot est fort. Donc je reviens à ma question, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé? Peut-être la pression globale en fait de la société, l'importance d'avoir un diplôme, le fait qu'on est dans des sociétés, on a parlé, alors je sais pas si ça s'applique vraiment à la France, mais d'économie de la connaissance, c'est-à-dire des économies qui sont largement tournées vers, en tout cas qui mobilisent des compétences intellectuelles élevées, donc qui nécessitent des diplômes, beaucoup de connaissances. Et c'est de plus en plus difficile d'imaginer un avenir positif qui passerait par d'autres types de compétences, peut-être plus manuelles, ou par
l'absence de diplôme, en fait, parce qu'à l'époque alors je crois que le reportage que vous avez... 1963. Voilà, en 63, on pouvait imaginer un avenir qui passerait pas forcément par des diplômes, en fait. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, et donc ça met de la pression sur l'importance d'avoir des diplômes. Il y a la sélection qui est de plus en plus saillante pour entrer aussi à l'université, qui fait que c'est plus juste avoir le bac, mais c'est avoir des bonnes notes, avoir la mention. C'est pas forcément au bac, mais en tout cas avoir des bonnes notes toute l'année pour être sélectionné. Et donc ça, c'est une pression qui peut être sans fin. Alors, sélection, notes, contrôle continu, on l'a compris, compétition, ça, c'est les manifestations de la pression scolaire. Comment la métabolisent, en quelque sorte, les élèves que vous avez étudiés, qu'est-ce qui se traduit dans les comportements? Alors, on a parlé de suicide, on sait qu'il y a des enfants qui vont très mal, qui relèvent de la pédopsychiatrie, mais il y a aussi des élèves qui sont en stress un peu plus classique, et ces élèves aussi sont plus nombreux. A priori, ouais. Alors, c'est difficile à quantifier, mais on a quand même pas mal d'indices qui laissent penser que la pression augmente, notamment les études que vous avez citées. Alors, j'ai pas les mêmes chiffres que vous en tête. Vous avez cité des chiffres de l'OMS. J'ai consulté les chiffres de l'étude HSBC. Où on voit qu'effectivement la pression scolaire a très très nettement augmenté, dramatiquement augmenté, même chez les filles de 15 ans entre 2018 et 2024. Donc ça, par exemple, c'est quand même un indice assez fort. Mais on a plein d'indicateurs, et c'est pas que en France, mais qui montrent que la pression scolaire augmente et que les élèves, les adolescents ont de plus en plus de mal en fait à faire face. En tout cas, ils ressentent un niveau de stress plus élevé. Après, c'est très variable en fonction des individus. Il y a des jeunes qui sont détendus, clairement, par rapport à ça. C'est des jeunes qui ont une vision d'eux-mêmes positive, qui ont des bonnes compétences scolaires, qui ont confiance en l'avenir, sans doute aussi parce qu'ils ont des ressources, alors à la fois dans leur personnalité, mais dans leur famille aussi, des parents éduqués qui peuvent les aider quand ils rencontrent des difficultés, et donc qui vont pas forcément s'inquiéter. Mais en fait, c'est une minorité, même si c'est une minorité importante, ça reste une minorité, et en fait, beaucoup d'élèves, effectivement, vont soit être dans des processus d'épuisement. Donc là, ça va jusqu'à des symptômes dépressifs, en fait, parce qu'on n'arrive plus à faire face. Mais il y a aussi beaucoup d'élèves, alors dans mon étude, mais ça recoupe aussi d'autres études, 25% à peu près d'élèves qui sont un peu sous pression en permanence, donc ont vraiment du mal à gérer le stress quotidien lié à l'école. C'est quand même très, très important. On va peut-être revenir aux parents et à leur manière de gérer le stress, parce qu'en tant que journaliste éducation, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup affaire à des adultes qui me parlent de leurs propres angoisses, mais on a 2 lycéens dans le studio. Bonsoir, Manès Nadel. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union syndicale lycéenne. Vous êtes vous-même en terminale à Paris. À vos côtés, Léa Lota. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en classe de première à Montrouge. C'est une autre académie, l'académie de Versailles. Alors, une double question, et vous allez répondre un peu en même temps, et vous distribuez la parole. Comment ça se matérialise pour vous, à titre personnel, et pour vos camarades, et plus globalement, peut-être surtout pour Manès Nadel, qui est syndicaliste, comment cette question circule à l'intérieur du syndicat, l'Union syndicale lycéenne? Mais on commence peut-être pour vous, si vous voulez nous en dire un mot. Ah, alors je vais En essayer tant de qu'élève répondre de à tout terminale. en même temps. Voilà. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation de la pression scolaire. Alors, je pense que c'est difficile quand même à quantifier, bien qu'il y ait des chiffres qui existent sur le sujet et qui disent la même chose. En fait, il y a l'impression, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, qu'aujourd'hui, le lycée ne fonctionne plus qu'autour de la sélection. La sélection à la fin, lorsqu'il s'agit d'entrer à l'université, et même tout au long de la scolarité. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une masse presque un peu uniforme de travail qui est donnée aux élèves. Et eux, ils ont à s'en dépatouiller, à essayer de faire le mieux possible pour au final avoir une espèce de note, parce que c'est comme ça que ça se matérialisera ensuite sur Parcoursup, qui soit la plus élevée possible au sein d'une espèce de combat, d'une sélection entre lycéens pour accéder à l'université ou à l'enseignement supérieur en général. Et ce que je pense, c'est que la sélection, elle joue un rôle majeur dans le fait qu'il y ait une pression qui soit accentuée autour des notes, ça c'est sûr, et qu'il y a eu, et ça on n'est pas les seuls à le dire à l'Union syndicale lycéenne, il y a eu en fait avec cette réforme Blanquer, et au-delà de ça avec le lycée d'Emmanuel Macron, parce que on va y revenir depuis sur cette 7 ans, réforme. on en est là, je pense qu'il y a vraiment une confusion entre
et une logique de formation, c'est-à-dire le fait d'avoir des notes dans la formation scolaire. Alors évidemment, ça prend une place trop importante, on le considère, mais c'est normal que ça existe d'une part. Et par ailleurs, la logique de certification, qui était celle du bac auparavant et qui désormais se fait en grande partie sur le contrôle continu sur Parcoursup. Et donc on a le sentiment que tout ça est confondu et qu'il n'y a plus de place pour l'idée de progression et qu'il ne s'agit que de notes en vue d'une sélection. Et évidemment que c'est beaucoup plus stressant. Alors, Aline Van Zotersted acquiesce, mais ça, c'est vraiment une analyse. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser après que votre camarade lycéenne ait répondu. Léa Lota, comment ça se matérialise? Alors, Manès Nadal n'a pas vraiment répondu à la première personne. Je ne sais pas si vous, ça vous intéresse Bien sûr. d'en parler un peu au niveau de vous, de votre classe, de vos camarades. Bien sûr. Alors, moi, je dirais que vraiment, cette pression se matérialise beaucoup par le contrôle continu, étant donné qu'on est obligé d'être tout le temps à 100% à fond, notamment sur des emplois du temps qui sont réellement intenables. C'est-à-dire que j'ai une amie à moi qui a cours le dimanche. Moi, personnellement, j'ai cours 6 jours sur 7. Le dimanche, c'est-à-dire? Le dimanche. Elle est dans un parcours, dans un cursus un peu spécial où elle fait une préparation pour aller en médecine. Donc, ce sont des cours en plus de prépa Des cours en plus, médecine. mais il se trouve que du coup, elle a cours tous les jours de la semaine. Moi, personnellement, qui suis dans un cursus classique, j'ai cours le vendredi jusqu'à 19h, le samedi matin, ce qui me fait un emploi du temps qui est réellement intenable et épuisant à la longue, sachant que j'ai cours 6 jours sur 7, que je finis très tard, que quand on rentre, en fait, la journée n'est pas finie. On a des devoirs, on a souvent... Enfin, je veux dire, c'est pas rare d'avoir 2 heures de devoirs le soir. C'est quand même quelque chose Est-ce qui est compliqué. que le fait d'avoir des notes qui comptent pour le bac, en fait, parce que c'est ça, hein, le contrôle continu en première, ça a changé votre rapport à la scolarité? Bien sûr. On est sans cesse dans une évaluation qui déterminera ce qu'on sera plus tard, en fait. Il y a beaucoup cet enjeu de... on n'a jamais le droit d'être moyen. Il faut toujours être ce qu'on peut donner de mieux. Et on est un peu toujours comment dire, en examen, en fait. Mais c'est pas bien de donner ce qu'on peut faire de mieux? Bien sûr, c'est bien de le faire quand on peut, mais on ne peut pas toujours, en fait. Il y a, notamment sur des semaines de 6 jours, en fait, on ne peut pas être tous les jours, parce qu'on a des évaluations tous les jours, en fait, c'est la réalité des faits. On ne peut pas être tous les jours dans les meilleures conditions pour passer une évaluation. Manès Nadal, est-ce que le fait d'être syndicaliste, puisque vous avez répondu vraiment je peux répondre à de ce manière niveau-là, plus mais concrète, aussi, ouais, si mais vous voulez. en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça vous aide à supporter la pression? Parce que ça doit vous ajouter un certain nombre d'occupations. Après, ça peut être comme voilà, une activité extrascolaire. Mais est-ce que ça peut avoir une fonction pour affronter le lycée? On répète qu'il y a quand même des élèves pour qui ça se passe bien. Je ne veux Oui. pas non plus noircir le tableau. Oui, je pense que l'idée d'avoir un projet personnel, ça peut être un langage qu'on réprouve, mais l'idée d'avoir un projet quand même plus personnel, qui soit pas purement scolaire, auquel on se rattache, je pense évidemment que ça aide beaucoup de gens à tenir. Alors après, ce qui a été dit précédemment, c'est que c'est aussi quand même une question de capital scolaire, d'avoir la capacité, les compétences et la méthode de travail pour tenir sur une pression qui est accrue. Mais sur une note plus concrète et pour embrayer sur ce qui a été dit, moi, en plus d'être syndicaliste lycéen, et je précise que Léa l'est aussi, mais pas au Bureau national comme moi je le suis, donc c'est vrai que ça prend plus de temps. En plus de ça, effectivement, je suis au lycée et je le vois très bien. Je veux dire, il y a des gens, et j'ai eu des discussions avec la vie scolaire, moi, de mon établissement, il y a des gens qui se mettent à sécher des cours isolés dans une journée, tout simplement parce qu'il y a un contrôle et qu'avec la surcharge de contrôle, ils se disent qu'ils ne sont pas en capacité de faire les 2 contrôles dans la journée. Donc ils viennent faire le contrôle de 8 heures et celui qui est à 14 heures, ils le sèchent. Je ne sais pas si on se rend compte un peu du niveau de déséquilibre qu'il y a dans ce type d'organisation du temps scolaire et de la vie des élèves en général, qui fait qu'on en est obligé d'arriver à ce point-là. Et ça, c'est effectivement... Alors, vous avez parlé de Sensei Demo au début, et je pense que avec les défauts, en tout cas, peut-être on peut avoir des divergences d'analyse sur un certain nombre de choses qui ont été dites dans cette pétition, etc. Mais le fond, il est là, et c'est du concret. C'est-à-dire, ça a été dit. On va et l'écouter. On va l'écouter. Voilà. Mais... Alors, justement, Fiona, si vous voulez bien lancer ce son, s'il vous plaît. Le 4 septembre 2024, le TikToker Sensei Demo, comptant presque 600 000 abonnés, a lancé une pétition concernant les emplois du temps trop chargés pour les élèves de collège et de lycée. Cet appel a été signé presque 300 000 fois.
Avoir cours le samedi, finir à 19h10, avoir que 30 minutes pour manger l'après-midi, ça c'est plus possible. C'est pour ça que ma communauté, on a mis en place une pétition. Le lien est dans ma bio. On a fait en même pas un jour et demi 1500 signatures. Et cette pétition a pour but d'avoir cours que le matin, de revaloriser le métier de professeur et qu'il y ait enfin une bonne entente entre les professeurs et les élèves. Pour les cours que le matin, comme j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, ce seraient les cours primordiaux, maths, physique, français, anglais, histoire ou SVT, et l'après-midi, des cours ludiques. La musique, de l'art plastique, du sport. Et bien entendu, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est que les élèves pourraient être force de proposition dans leur établissement. Si un groupe d'élèves veut un club de musique, ce serait possible pour les impliquer dans la vie de leur établissement. Ce sera à eux de démarcher pour trouver des intervenants. Et ça, ils le pourraient parce qu'ils auraient toute l'après-midi en temps libre pour pouvoir être impliqués à 100% dans leur projet. Il faut que tous les élèves aient envie d'aller à l'école. Actuellement, c'est une contrainte. Large écho pour cette pétition qui dénonçait une forme de pression scolaire, sujet dont on parle dans Être et savoir ce soir. Jean-Charles Ringard, on ne vous a pas encore entendu, mais je crois que c'est très très important que vous soyez là avec nous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous êtes à distance depuis Rennes, depuis Nantes? Depuis Nantes, oui, je vous entends très bien, Louise, et j'entends aussi parfaitement les personnes qui sont autour de vous. Alors, vous êtes inspecteur général honoraire de l'éducation nationale, du sport et de la recherche, coprésident du comité de suivi de la réforme du lycée. C'est là où ça commence à nous intéresser encore plus. Donc, cette réforme du lycée qui a été lancée en 2019 pour le bac 2020, qui a complètement bouleversé aussi les emplois du temps des élèves. Alors, Sensei Demo, il dénonce un petit peu le déséquilibre, mais ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a énormément d'heures de cours, parfois plus d'une trentaine qu'il faut bien caser. Les matins ne pourraient pas du tout suffire. Est-ce que c'est pas ça aussi, ce problème de l'explosion des emplois du temps qui a augmenté le stress des élèves et dont serait responsable la réforme du lycée? Alors, je vais d'abord répondre immédiatement à la question de l'emploi du temps. Cette question d'emploi du temps a été évoquée très rapidement au moment où on a consulté les élèves à travers, mais je pense que Léa et Manès sont bien au courant de ça, où on a consulté le Conseil national de la vie lycéenne, et cette dimension emploi du temps, c'est-à-dire la pression à partir de l'emploi du temps, donc le volume horaire hebdomadaire des élèves, a été rapidement posé. On a fait en sorte, du coup, que l'organisation des emplois du temps, qui était constituée d'heures de tronc commun et d'heures de spécialité, ne soit pas surchargée, je dis bien surchargée, par un volume d'heures d'options. Antérieurement, avant la réforme Blanquer, on avait un volume horaire hebdomadaire moyen du lycéen français dans les années 2015 à 2020 environ, de l'ordre de 32 heures à 34 heures. Donc force est de constater qu'il y a eu malgré tout, je dis bien malgré tout, la volonté de réduire le volume horaire. Mais qu'est-ce qui s'est complexifié? Et c'est en cela où j'entends en partie la remarque de Léa. Qu'est-ce qui s'est complexifié? C'est en fait la réforme du lycée, contrairement à celle que nous avons connue juste avant, c'est-à-dire juste avant 2019. Toutes les générations françaises avant 2019 ont connu un lycée organisé en série. Autrement dit, j'étais en série L littéraire, ES sciences éco, S, etc. Et j'avais en quelque sorte le menu offert par la série. Là, le fondement de la réforme, et c'est ça qui est un point essentiel, a été de dire, à l'issue de la seconde, on offre des parcours aux jeunes en fonction des choix qu'ils font de spécialité. Mais organiser des spécialités à raison de 3 spécialités en première, 3 fois 4 heures, qui deviennent en terminale, non pas 3 spécialités, mais 2 parmi les 3, 2 fois 6 heures, et sachant qu'on a laissé un libre choix aux élèves, j'insiste là-dessus, libre choix aux élèves, forcément, ça a complexifié les emplois du temps. Donc, ce que je dis sur la première question concernant les emplois du temps, et je vais revenir un petit peu après, si vous le voulez bien, sur le sens de la réforme, parce qu'il y a des points sur lesquels je voudrais revenir sur ce que j'ai entendu. Les emplois du temps, aujourd'hui, sont plus complexes qu'antérieurement, c'est un fait. Deuxièmement, ces emplois du temps sont d'autant plus complexes qu'on a laissé le libre choix des spécialités pour les jeunes de première et de terminale, là où sont actuellement Manès et Léa, par exemple. Mais en multipliant les combinaisons de spécialités en première et en terminale, on a forcément accru une forme de complexité. Et dans un certain nombre d'établissements, ça a été objectivement une tension. On va revenir sur
le tempo et puis l'organisation de cette réforme et ses effets. Mais j'ai tout de suite envie de poser une question à Aline van Zoeterstede. C'est cette question du choix, en fait. Parce que choisir, c'est déjà renoncer et c'est aussi prendre des décisions lourdes de conséquences pour le reste de sa vie. Finalement, ça aussi, ça fait un peu augmenter le stress. Est-ce que les lycéens vous en ont parlé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve Ouais. dans les facteurs d'anxiété? Alors, c'est pas quelque chose que moi j'ai pu mesurer comme facteur de stress. Après, j'ai aussi mon expérience comme psychologue, notamment en lycée. Et on voit que c'est marrant parce que quand la réforme a été mise en place, moi je l'imaginais plus comme des choix progressifs en fait. Et je me disais, ça va être cool, on va pouvoir choisir en seconde, faire un premier choix et puis ensuite affiner progressivement. Et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est que les gens ils anticipent qu'est-ce qui va se passer sur Parcoursup et du coup, quelle spécialité il faut que je prenne pour avoir des chances sur Parcoursup, etc. Et donc, en fait, ça rajoute une pression en seconde, alors qu'avant, il s'agissait juste de choisir entre 3 filières. Et là, du coup, en fait, il faut déjà se projeter sur les possibilités sur Parcoursup et qu'est-ce qui pourrait être bloquant, possiblement, en termes de choix de spécialité. Et donc, en fait, ça rajoute de l'anticipation, sachant qu'en seconde, on n'a pas forcément... déjà qu'en terminale, on a... pas forcément toutes les cartes en main pour faire des choix éclairés sur Parcoursup, mais alors en seconde, c'est encore plus compliqué. Et on anticipe toujours davantage le moment où on doit se questionner sur l'orientation, puisqu'on a parlé l'année dernière de remonter à la 5e pour commencer à parler d'orientation professionnelle. Alors, évidemment, faire des choix en 5e, il n'en est pas encore question, mais ça peut interroger. Jean-Charles Ringard, est-ce que l'éducation nationale aurait dû davantage anticiper finalement ce stress lié au choix, à l'anticipation elle-même de ce qui va se passer par la suite pour les élèves? On a plein d'exemples. Par exemple, on sait que Sciences Po Paris, tout le monde ne veut pas faire Sciences Po Paris, mais Sciences Po Paris, ils n'arrêtent pas de décaler leur concours. Il y a une époque où ils n'ont pas arrêté de changer de date parce que les élèves suivaient des prépas privés, prenaient des décisions un peu lourdes pour leur scolarité, qui en terminale, puis qui en première, quand le concours a été déplacé. En fait, on n'échappe pas à l'anticipation des familles et des élèves. Oui, Louise, là, sur le point par rapport à ce que dit Aline tout à l'heure sur l'orientation, je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, nous avons, d'une manière générale encore, à progresser sur l'accompagnement des lycéens concernant la préparation à l'orientation. Je dis simplement que avant la réforme Blanquer, il fallait bien, à l'issue de la seconde, qui est une seconde de détermination, choisir vers quelle série. Donc, à l'issue de la seconde, c'est-à-dire en 15e année, on avait déjà un choix à faire. Là où je ne suis pas d'accord sur ce que j'ai entendu, c'est que, en fait, c'est malgré tout une spécialisation progressive, puisqu'à partir d'un échantillon d'enseignement de spécialité proposé par chacun des lycées français, les élèves en choisissent 3, puis objectivement 2. Et qu'est-ce que nous notons aujourd'hui? Qu'il y a une corrélation stricte, je dis bien corrélation stricte, entre les enseignements de spécialité de terminale. Je ne sais pas d'ailleurs ce que Manès et Léa ont choisi comme enseignement de spécialité, mais ça m'intéresserait de savoir ce qu'ils ont fait comme choix. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a une corrélation stricte entre les enseignements de spécialité choisis et puis l'accès à Parcoursup, sous-entendu l'accès à l'enseignement supérieur. Une deuxième remarque que je veux dire. Oui. Il faut concevoir cette réforme comme une liberté de choix. Alors c'est intéressant dans le débat que nous avons parce que moi, je défends l'idée que cette réforme porte une liberté de choix et les personnes, Louise, qui sont autour de vous, ressentent et vivent, je l'entends parfaitement, une forme au contraire, de stress et de pression permanente. Quel était le fondement de la réforme? Si un élève choisit son parcours à l'issue de la seconde, alors il sera plus motivé et alors il réussira d'autant mieux. Et nous notons que dans les choix de parcours, plus d'un lycéen sur 2 n'a pas reproduit les anciennes séries LESS. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés d'une certaine manière la réforme. Ils ont diversifié leur parcours parce qu'eux-mêmes ont fait des choix différents de ce que vous savez quand même, comme moi, on va revenir sur les maths, mais par exemple que ça a aussi abouti au fait que moins de filles
prennent la spécialisation mathématique. Donc en termes de diversification, je ne sais pas si on est arrivé là où on vous le voulait. Alors, Louise, je reprends votre Jean-Charles. remarque. Oui, Louise, je reprends votre remarque et je vais ajouter un autre point par rapport à ce que j'ai entendu sur la sélection en Parcoursup. Alors, il est vrai que les spécialités, parce que ce sont des unités de formation, hein, on prend l'enseignement de spécialité maths, on prend l'enseignement de spécialité langue vivante, on prend l'enseignement de spécialité histoire, géographie, sciences politiques, etc. Bon, je prends un enseignement de spécialité qui a un volume de 4 heures en première et 6 heures en terminale si je l'ai maintenu. Là où antérieurement, j'insiste, hein, là où antérieurement j'étais sur une série à 28 ou 32 heures avec un menu complet. Là, je suis sur un parcours qui est davantage, j'insiste là-dessus, davantage à la carte. Le fait de faire un avantage à la carte, ça veut dire que ça a révélé, Louise, ça a révélé des situations. La réforme de Blanquer n'est pas la cause d'un certain nombre de dysfonctionnements de système, elle a révélé un certain nombre de situations. J'en prends 3 pour être rapide. Ce que vous dites, Louise, sur les maths, c'est exact. Vous avez parfaitement raison. Les filles choisissent moins l'enseignement de spécialité mathématiques. Il y a une forme d'autocensure, mais pas seulement d'ailleurs sur les maths. Je peux poser aussi le problème de sciences physiques. Alors que lorsqu'elles gardent maths et sciences physiques en terminale, on les retrouve aisément en enseignement supérieur. Deuxième élément qui est aussi insignifiant et qui a été aussi une reproche de la réforme, et c'est un peu ce que disait, je crois, Manès tout à l'heure, c'est la réalité sociale. C'est la réalité sociale. C'est-à-dire, objectivement, on voit bien que les jeunes gens et les jeunes filles qui choisissent maths en spécialité de terminale n'ont pas n'importe lequel profil. En règle générale, ce sont des garçons, sous-entendu, ce n'est pas des filles, majoritairement. Hein, et en règle générale, c'est plutôt des enfants issus de milieux favorisés. Donc, la réforme du lycée Blanquer a révélé une sorte de déterminisme à la fois genré, social, et moi j'ajouterais même pour partie territoriale, parce que les choses ne sont pas égales selon n'importe quel territoire. Louise, vous me parlez de Sciences Po, sous-entendu de la région parisienne. On pourrait aisément, Louise, analyser le profil des jeunes gens et des jeunes filles qui prennent des classes préparatoires dans les lycées prestigieux parisiens, comparativement au lycée que chez moi, par exemple, à Nantes. Bien entendu, on sait que les ambitions scolaires en France sont socialement distribuées. Est-ce à dire que les élèves de milieu populaire ne ressentent pas d'anxiété devant leur destin scolaire? Moi, je pense que on va un peu vite quand on formule cette conclusion. Est-ce que vous avez d'ailleurs, docteur Aline Van Zoterstedt, quelques éléments là-dessus à nous fournir, issus soit de votre expérience de psy-EN, soit de votre travail très long sur le burn-out scolaire? C'est difficile à déterminer justement l'influence du milieu social sur le stress scolaire, probablement. Alors, parce qu'on n'a pas tant que ça d'études, en fait, et puis en fonction des pays, les influences du milieu social ne vont pas forcément se révéler de la même façon. Donc, probablement que ce n'est pas exactement les mêmes sources de pression, en fait, en fonction du milieu où on est. Faut avoir en tête que le stress, on va le ressentir quand on a un déséquilibre en fait entre les ressources qu'on a pour faire, entre les exigences auxquelles on doit faire face dans une situation et les ressources qu'on a, en tout cas qu'on pense avoir pour y faire face. Et donc dans ces ressources qu'on a pour faire face à une situation scolaire, il y a nos compétences, il y a des traits de personnalité qu'on peut avoir, comme avoir plus ou moins d'estime de soi-même, de plus ou moins de confiance dans ses compétences. Et puis il y a aussi des ressources sociales comme le soutien de ses professeurs par exemple, ou le soutien de ses parents. Et être soutenu par des parents qui ont ou pas un bac plus 5 en maths, c'est pas la même chose. Donc, il peut y avoir en fait à la fois des élèves de milieux favorisés qui vont avoir plus de pression de la part de leurs parents. Ça, c'est probablement que ça existe. C'est difficile à objectiver, en tout cas pour le moment. Mais, et du coup, ça va augmenter effectivement leur perception des enjeux, même s'ils ont aussi plus de ressources pour faire face. Et d'autre part, des élèves qui peut-être ont moins de pression de la part de leurs parents
encore que, je sais pas, ça reste à prouver. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a pu montrer, que les élèves de milieux plus populaires, effectivement, ont moins de pression de la part de leurs parents. Mais par contre, ils ont aussi moins de ressources pour faire face aux demandes scolaires, puisqu'on peut moins les aider à la maison. Et en plus, ils peuvent faire face à du stress à la maison aussi. Par exemple, la pauvreté, c'est une énorme source de stress dans la vie. C'est bien de le rappeler, c'est pas inintéressant. Par ailleurs, on a déjà fait des émissions ici où on parlait des élèves de lycée professionnel pour qui le stage et le fait de trouver un stage dans un milieu aussi qui est concurrentiel, parce que des stages, il n'y en a pas parfois pour tout le monde, et une source d'anxiété. Je me tourne vers Manès Nadel et Léa Lota sur cette question en fait qui est aussi une question de liberté. Vous avez plus de choix peut-être que les générations précédentes et la possibilité d'inventer des parcours lycéens. Vous sentez pas ça comme une opportunité? Très honnêtement. Je veux pas. Enfin, vous l'avez dit déjà. De toute façon, choisir, c'est renoncer d'une certaine manière. Mais surtout, alors les élèves s'approprient le nouveau système. Ça, c'est bien beau. Mais quand on se retrouve avec des spécialités qui n'ont rien à voir entre elles, les débouchés, c'est pas non plus les mêmes derrière. Et ça, les gens, ils en ont Donc, quand c'est une même fausse de liberté? plus. En quelque sorte, oui, parce que, je sais plus quel était le chiffre qui était donné, mais il y a quand même une majorité d'élèves qui reconstituent des filières comme ça pouvait être le cas avant. Et puis surtout, avoir je trouverais ça un peu quand même malhonnête de promouvoir le fait d'avoir des spécialités qui sont pas cohérentes entre elles, puisque les professeurs le déconseillent, les parents le déconseillent, et logiquement, les gens ne sont pas normalement tentés de le choisir, et s'ils le sont, on leur dit quand même que c'est un peu à leur risque et péril. Et après, moi, il y a un présupposé dans la discussion qui me dérange un peu, c'est qu'on remet à aucun moment le fait que ça marche autour de la pression et de la sélection. La pression n'est pas un corollaire de ce qui aurait été mis en place par ailleurs. Ne vous inquiétez pas, j'y arrive. Elle est le moyen par lequel on fait tenir en fait les élèves. On les fait tenir dans une classe assis parce que derrière il y a cette espèce de chantage. Et j'embrayerai pour terminer sur la question du travail à la maison. C'est un vrai problème. Et Sensei Demo le disait aussi, que le fait d'avoir du travail à la maison, ça n'était pas forcément une bonne chose. Et nous, on est totalement en accord avec ça. Désormais, on a du travail qui est demandé à la maison. Et pour le coup, là-dessus, il n'y a pas vraiment d'avancée, j'ai l'impression, ces dernières années, et il en faudrait. Et on a du travail, des devoirs maison qui sont sur Parcoursup, en fait. Alors ça va peut-être changer avec l'intelligence artificielle et le fait que Pour les l'instant. demandes faites aux élèves pourraient être repensées. Mais ça, c'est un sujet qu'on va traiter de nouveau dans de futures émissions. Léa Lota, sur finalement ce vertige du choix, mais aussi cette liberté. Est-ce que vous n'avez pas envie d'utiliser aussi les possibilités de faire d'autres choses, puisque vous êtes dans un syndicat lycéen, je sais pas, vous avez de la ressource, vous avez envie de faire des choses. Est-ce que vous n'avez pas des possibilités, si ce n'est de hacker le système, de trouver aussi des manières de le vivre différemment? Alors, je rejoins Manès sur le principe de fausse liberté. Et évidemment, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui, en seconde, choisissent leur spécialité sans vraiment savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, et qui donc se retrouvent avec des portes fermées en raison des choix des Parce spécialités qu'ils ont qu'ils mal fait. choisi ce qu'ils vont faire en première. On choisit en Exactement. seconde pour la première. Et donc en terminale, on ne peut pas changer complètement de parcours en terminale. Non, on laisse tomber une de ces trois spécialités. On l'a un peu dit déjà, mais c'est important. C'est ça. de le dire. Donc évidemment, moi j'ai de la chance de savoir ce que je veux faire, d'avoir déjà... Dites-nous du coup. Moi je vise Sciences Po Paris. Donc j'ai de la chance d'avoir pris des spécialités qui sont en cohérence avec ça, donc HGGSP, HLP Théâtre. Donc j'ai cette chance-là, mais je connais beaucoup de gens qui en fait ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire et qui ont donc compris un peu des spécialités au hasard. On se retrouve avec des trios complètement vertigineux du type HLP, SVT, maths, ce qui n'a pas réellement de sens et ce qui n'amène pas à des universités souhaitées. Oui, enfin, par exemple, on ne sait pas forcément, ce qu'on doit choisir pour faire, je sais pas, un parcours études de santé, par exemple. Et tout ça, ça devrait être plus suivi. Et pourtant, il y a des professeurs principaux en seconde qui vous accompagnent. Oui, mais déjà, on est face à des classes surchargées. En fait, les professeurs principaux doivent accompagner 30 élèves à la fois dans des timings qui sont très courts, c'est-à-dire 1 heure par semaine, grand maximum, quand on a de la chance. Donc, on n'est pas non plus accompagné, on n'est pas materné. On choisit aussi beaucoup tout seul. Et parfois, on a pas... ou avec ses parents, qui ne sont pas forcément une aide, toujours en termes d'orientation. Mais plutôt une pression. Mais plutôt une pression supplémentaire, oui.
Je ne voulais pas le dire à votre place, mais c'est ce que vous vouliez dire. Pour beaucoup, en tout cas. Pour beaucoup, les parents ont, et notamment dans les quartiers populaires, en fait. Moi, je suis dans un lycée qui a une sociologie assez particulière avec vraiment deux types d'élèves. Donc, des élèves qui viennent plutôt des quartiers populaires et des élèves qui viennent de quartiers beaucoup plus aisés. Il y a un peu la sociologie de cette ville qui est Montrouge et des villes autour, donc au sud de Paris. C'est ça, dans le 92. Donc, en fait, les élèves de quartier populaire se retrouvent souvent avec une pression supplémentaire des parents qui, en fait, ont souvent ce discours de « tu as la chance de faire des études, tu as la chance de pouvoir faire des études, ne foire pas ». Et donc, il y a beaucoup ce truc de « tu seras médecin, tu seras ingénieur ». Et donc, les élèves ne choisissent pas réellement ce qu'ils veulent faire, en tout cas pas de façon libre et sereine, puisqu'ils ont une pression et de l'école et des parents et d'un espoir d'une vie meilleure, en fait, en accédant à des études correctes. Je vais passer la parole à Fiona, qui est en 3e aujourd'hui à Paris, en bordure de Paris, près de la place d'Italie. Donc, Fiona va passer la semaine avec moi en stage et on a pas mal discuté aujourd'hui. Tu vas être au lycée, j'ai du mal à l'avouer pour le coup, parce qu'on a passé la journée ensemble. Tu vas être au lycée l'année prochaine. Déjà, il y a un petit enjeu sur le lycée dans lequel tu vas être. Alors, comment ça se joue pour tes notes cette année? Est-ce que tu es stressée des notes que tu obtiens en classe de 3e? Alors, je dirais pas que personnellement je stresse beaucoup et ça a toujours été comme ça et que forcément on nous a toujours mis la pression, surtout pour l'orientation depuis je pense le début du collège. On nous a toujours dit oui, il faut faire attention avec les notes parce que si tu veux aller dans ce lycée, il faut avoir telle note, etc. Et je trouve qu'on nous met beaucoup trop la pression pour des élèves de 11 ans. Enfin, de 11 à 15 ans, on nous met beaucoup trop la pression, sachant que je pense que entre 11 et 15 ans, on n'a pas forcément l'âge et la maturité pour savoir ce qu'on veut faire, ni pour savoir les conséquences si on ne se comporte pas bien, etc. en général. Et on ne comprend pas que ça peut avoir un impact direct sur notre futur. Et dans mon cas, oui, je me mets beaucoup la pression, mais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, si j'avais pas 17 de moyenne générale, pour moi, j'avais pas réussi mon trimestre. Et on va dire que je me suis assez détendue sur ça. Et est-ce que tes notes ont baissé? Non, pas particulièrement. Je trouve que justement, le fait que je me mette moins de pression, ça n'a pas fait diminuer, justement, ça a fait monter mes notes. Mais dans ma tête, j'ai toujours ce côté où je me dis, si j'ai pas ces notes-là, peut-être que je n'accéderai pas au lycée que je veux. Il te faut les félicitations? Parce qu'à partir de 16, on peut avoir les félicitations dans certains collèges. Dans mon collège, à moi, c'est 17. C'est entre 16 et 17. Et dans le lycée dans lequel je veux aller, il n'y a pas forcément besoin des félicitations. Il faut juste avoir des connaissances, être bon à l'école et pas avoir un mauvais comportement. Ça compte aussi. Comment vous recevez cette parole? Alors, je ne vous demande pas une consultation, vous n'êtes plus psy-EN, hein, Aline Van Zoetersted, mais de notes qui, par ailleurs, sont assez élevées, 17 de moyenne. C'est beaucoup, et bravo, hein, Fiona. Mais c'est parfois ce que répondent les adultes d'ancienne génération ou les gens qui n'ont pas d'enfants. Mais les notes sont hyper bonnes, donc pourquoi sont-ils stressés avec de telles moyennes? Parce qu'on ne sait jamais à partir de combien il faut. Je pense que Fiona, elle ne sait pas exactement quelle note il faut pour rentrer dans le lycée qu'elle veut. Oui, c'est ça. Et je pense que les lycéens, c'est pareil, ils ne savent pas exactement quel niveau il faudrait pour pouvoir avoir la formation qu'ils espèrent sur Parcoursup, même si on peut avoir des indicateurs quand même sur le rang du dernier entrant, etc. Mais c'est complexe, en fait. Donc, il y a ce truc d'incertitude et du coup, dans le doute, on va faire plus. Vanessa Nadel? Oui, j'insiste sur ça. C'est non seulement on ne sait pas à quel seuil il faut être en termes de notes, mais en plus on ne sait pas, c'est par rapport aux autres, quoi. C'est un enjeu, vous voyez, c'est un nombre de places, il faut être dans ce nombre de places-là. Et puis par ailleurs, Léa parlait de Sciences Po Paris, par exemple, je crois que c'est que sur les 2 premiers trimestres de terminale, désormais. Donc ça veut dire que voilà, sur cette année-là, qui est donc la terminale, et qui est celle où il y a le plus de pression bien sûr, il y a vraiment le sentiment que il n'y a pas de... Si vous voulez, faut vraiment pas se foirer, quoi. Oui, la pression, elle est véritable.
Est-ce que vous avez l'impression que les adultes négligent, alors il y a des parents qui endossent un peu la pression avec leurs enfants. C'est Alban Mizy, qui est un sociologue spécialiste de Parcoursup, il fait une thèse sur ce sujet, dit que voilà, c'est un grand facteur de stress, cette histoire de classement pour les parents. Mais est-ce que il y a quelque chose que les parents n'arrivent pas à gérer en fait entre leur propre stress et leurs demandes auprès de leurs enfants? Alors, ouais, j'ai pas beaucoup travaillé sur cette question-là chez les parents, donc je vais essayer de répondre, sans, trop m'aventurer, à dire des bêtises. Mais, hem, c'est difficile pour les parents déjà parce qu'ils ont pas vécu ça, en fait. Je pense que vous et moi, quand on était au lycée, ça allait, quoi. Enfin, on sortait, et puis, on se mettait pas toute cette pression-là. On était à peu près sûrs d'avoir une place. Enfin, en tout cas, moi, j'étais sûre Nous, d'avoir on une allait place faire à la la fac du queue coin. à la fac Enfin, pour voilà, c'est s'inscrire. le seul enjeu à la limite, c'était est-ce que j'aurais, oui, peut-être que j'aurais préféré une autre fac et puis bon, je vais peut-être tenter de l'avoir, quoi, mais enfin, ça va, quoi. Je sais que je vais avoir une place. Hem, donc, voilà, il y a déjà, je pense que l'ambiance, elle a changé, et donc les parents qui font face à ça, là, actuellement, ils se rendent pas forcément compte de ce que vivent les ados. Et puis, par contre, eux-mêmes, ça les stresse, en fait, Parcoursup. Du coup, tout ça, c'est nouveau aussi, cet outil Parcoursup. Comment il faut le comprendre, comment, voilà, enfin, est-ce que mon enfant va pas louper des dates? Et donc, enfin, parce que c'est quand même une logistique assez délirante de suivre le calendrier de Parcoursup. Donc c'est stressant pour les élèves, c'est stressant pour les parents. Il y a toutes ces choses-là aussi où les parents sont eux-mêmes dans l'incertitude. Et puis souvent, ils ont... Enfin, eux-mêmes, en fait, il y a quand même un truc aussi dans notre société actuelle de... Faut pas louper l'éducation des enfants, quoi. Enfin, c'est vraiment un enjeu pour la vie, d'avoir des enfants non seulement qui vont bien, mais qui s'épanouissent et qui font des trucs intéressants et qui performent à l'école, éventuellement au travail plus tard, etc. Euh, et donc, ils se mettent la pression aussi, parce qu'il ne faut pas louper ce moment-là qui est particulièrement important, de Parcoursup, d'avoir les bonnes écoles, etc. Donc, les parents se mettent la Comme si pression on dans leur était rôle de parents. évalués en tant que parents. Ouais, clairement. Il y a clairement quelque chose comme ça, probablement. On parle de plus en plus de burn-out parental aujourd'hui. Et il y a plein de groupes de parents pour se partager des méthodes éducatives, etc. Enfin, donc ça, c'est quand même un enjeu. Et je pense que en voulant très bien faire aussi, ils vont parfois mettre la pression à leurs enfants sans s'en rendre compte, quoi. Et ils vont vous dire en pleine, vraiment naïvement et en toute bonne foi, mais moi, je mets pas du tout la pression à mes enfants. Et en fait, si on les regarde au quotidien, ils sont tous les jours en train de demander « Et alors, Parcoursup, et alors, t'es allé, et t'as une note, et ceci et cela », tout en vous disant « Je mets zéro pression ». Je vous écoute et je m'interroge, Aline van Zoetersted. Alors, Jean-Charles Ringard, puisqu'on parle de cette réforme du lycée et de Parcoursup, il y a une forme d'instabilité qui a aussi peut-être engendré du stress. Et sur l'instabilité, vous êtes d'accord? C'est le sujet, un des sujets de votre article dans Administration et Éducation, ou Éducation et Administration. J'ai plus devant les yeux une excellente Vous avez de très bonnes lectures. revue. Ah oui, alors c'est formidable. C'est vraiment une mine. Et dans le dernier numéro du secondaire au supérieur, Nouveau parcours, nouveaux défis, vous écrivez sur cette question et vous revenez sur cette réforme hyper longue à mettre en place. Plein de changements. Il va encore y avoir des changements sur la date du bac, puisqu'une épreuve de maths pourrait être ajoutée en première. On ne peut plus s'y retrouver, on ne peut pas accumuler des connaissances et de l'expertise sur cette question. Même les fédérations de parents d'élèves qui organisent des formations de parents, ça se fait beaucoup dans les lycées. On laisse pas les gens tout seuls. En tout cas, des ressources existent. Bon, on a du mal à suivre, en gros. Mais alors, sur ce point, il serait malvenu de ma part de ne pas reconnaître l'instabilité de la réforme. Cette réforme qui a été initialisée en 2019, nous sommes aujourd'hui en 2024, elle n'est pas complètement stabilisée, puisque, comme vous l'avez fort bien dit, il y aura, pour la session du bac 2026, à nouveau une épreuve anticipée de mathématiques en fin de première. D'autre part, l'instabilité de la réforme, je me permets de le redire, elle a quand même été sacrément dégradée par le Covid. La session de bac 2020 n'a pas été la même que bac 2021, n'a pas été la même que bac 2022, n'a pas été la même que bac 2023. Donc cette réforme a subi de l'instabilité, si je puis dire, à la fois à cause du Covid et de l'instabilité peut-être aussi par une forme d'excès de précipitation qui a conduit à un certain nombre d'ajustements. Donc aujourd'hui,
quand j'entends à la fois les enseignants, les chefs d'établissement et les élèves dire il faut de la stabilité, ben bien sûr qu'il faut de la stabilité. Il faut que cette réforme s'installe en gommant, et je vais vous donner 2, 3 petites choses, en gommant sans doute encore quelques éléments qui seraient de nature à rassurer. Premier élément, je reprends un propos de Aline et un propos de Léa. Sur l'histoire des notes, il n'a jamais été dit sur les notes de contrôle continu qu'il fallait que tous les devoirs faits maison, que toutes les interrogations orales, toutes les interrogations écrites devaient faire l'objet d'une note qui participe des 40% de contrôle continu en vue de l'obtention du bac. Ça n'a jamais été dit, ça. En revanche, ce que je regrette parfois, pour l'observer encore aujourd'hui sur le terrain, c'est une interprétation. C'est-à-dire qu'on est passé d'un contrôle continu qui devait être déterminé dans le cadre du projet d'évaluation d'établissement, à partir d'un certain nombre de séquences d'évaluation connues des élèves, je dis bien connues des élèves, et leur permettant effectivement d'apprécier dans le temps, dans la durée, dans la sérénité, leurs acquis. Il y a un progrès à faire sur la manière dont, objectivement, on évalue à travers le contrôle continu, qui est une source de stress. 3e remarque. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce que j'entends sur Parcoursup. Alors, je voudrais dire quand même que Parcoursup, je sais bien c'est le grand méchant loup, qu'on lui fait dire tout et n'importe quoi, mais il y a 2 vérités qu'il faut absolument dire. Hein. Parcoursup est une plateforme, ce n'est pas une plateforme numérique qui affecte les élèves. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus ? Oui, ce sont les formations qui les évidemment, sélectionnent, mais c'est pas Parcoursup évidemment. en soi. Mais quand on dit Parcoursup, c'est ça qu'on veut dire. Bon, donc ça veut dire que Parcoursup est une plateforme dont je me permets de dire qu'un certain nombre de pays au sein de la communauté européenne sont en train de s'en inspirer. Pourquoi ? Parce que c'est le seul lieu où il y a 24 000 formations. C'est le seul lieu où il y a un seul site et c'est le seul lieu où il y a un seul calendrier, quelles que soient les formations. Mais évidemment, et là je reprends ce que dit Manès, je partage en partie. Nadel. Voilà, il est clair que ce sont les résultats, les 2 tiers des notes du bac sont dans Parcoursup, avec en plus les recommandations de conseil de classe, avec en plus l'avis du proviseur et naturellement le dossier porté par l'élève au niveau, en particulier, de ses motivations. Mais vous voyez bien ce que c'est devenu, Jean-Charles Ringard. Après, moi, j'ai rien spécialement contre Parcoursup. C'est la manière dont Parcoursup est accepté et subi et utilisé, en fait, par les familles. Et c'est assez étonnant comme il vibre, un certain... oui, une inquiétude, un stress, enfin, il y a plein de manières de le décrire. Alors, pas toujours, pas seulement, mais aussi. Il y a un sujet dont je voulais absolument parler ce soir, c'est celui du niveau scolaire, parce qu'on a eu très récemment les résultats de l'enquête Teams, qui évalue le niveau en mathématiques des élèves de CM1, mais aussi de 4e. Le dernier, c'était en 2019. On était très, très, très mal classés, dernier de l'Union européenne. C'est pareil pour cette année. Dernier et avant-dernier devant la Roumanie pour les 4e. Donc, des résultats vraiment extrêmement bas. On vient de parler de pression scolaire. Moi, ça m'interroge parce que tout ça pour ça, et puis aussi sur des disciplines considérées comme importantes. Les maths, ça sert beaucoup à sélectionner les élèves. Donc j'en ai parlé à Claire Lomé, qui a enseigné cette discipline pendant presque 30 ans. Elle est blogueuse, formatrice, elle écrit des essais absolument passionnants, elle est médiatrice en mathématiques. Aujourd'hui, elle est enseignante spécialisée en ULIS auprès d'élèves en situation de handicap. Donc elle enseigne les maths à tout le monde. C'est son objectif, et on est revenu ensemble sur ce paradoxe. Faible niveau, gros stress. Ça peut paraître contradictoire, effectivement, le fait qu'en même temps, on ait de mauvais résultats dans les études internationales telles que Teams, là, qui est sorti récemment, et puis le stress très important qu'on a scolairement, mais je pense que justement, en fait, c'est tout à fait concordant. C'est-à-dire qu'on sait depuis longtemps que le stress ou l'anxiété empêche de réfléchir, empêche de raisonner, empêche de développer toutes les ressources qu'on a de disponibles intellectuellement. Et évidemment qu'en maths comme ailleurs, mais c'est vrai qu'on a un problème particulier avec les maths depuis un moment même, on a une anxiété très importante qui se développe, qui est liée à notre système évaluatif, qui est liée à une pression dans la société.
qui fait que dans une école qu'on voit de plus en plus dégradée dans l'opinion publique, finalement, les résultats s'en ressentent. Donc je pense que ça va de pair en fait. On a un système qui est problématique, une vision des maths qui l'est aussi. Les maths sont vues comme élitistes alors qu'il n'y a aucune raison qu'elles le soient plus ou moins qu'une autre discipline en fait. Et puis on accumule des notations qui ressemblent à des sanctions. On évalue d'une façon qui est sans doute pas assez formatrice ni assez formative et qui ne permet pas forcément, en tout cas qui n'est pas vue comme permettant de progresser en utilisant l'erreur. Et pourtant, je pense que c'est ce que beaucoup d'enseignants font. Moi, je pense que c'est là, en fait, qu'il y a la contradiction la plus importante. C'est entre la façon dont on envisage l'école, l'enseignement des maths et la réussite en maths dans la société et dans le corps enseignant. J'ai enseigné les maths pendant 30 ans, maintenant je suis coordo-ULIS, mais je suis aussi formatrice, donc je vois beaucoup d'enseignants de premier et second degré qui justement utilisent l'erreur, qui évaluent de façon positive, c'est-à-dire juste, mais équilibrée, en encourageant, en permettant des ouvertures, des progrès, sans nuire à l'estime de soi. Mais ça, en fait, c'est pas du tout relayé en dehors de l'école. Et ça, c'est un vrai problème. Ensuite, je pense qu'il y a vraiment un poids de la société. C'est pas facile d'être jeune en ce moment, quoi. Il y a toutes les problématiques économiques, environnementales. Si on regarde bien, il y a un nombre de pressions et de types de pressions qui pèsent sur les jeunes qui est absolument effarant. Du coup, c'est quoi pour eux leur avenir? C'est quoi le monde de demain? Et pour réussir à y trouver sa place, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, tout devient compliqué. Ça devient compliqué au niveau micro, c'est-à-dire je vais avoir Parcoursup qui arrive. Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse comme spécialité, comme enseignement de spécialité pour pouvoir être pris dans les universités où je voudrais aller ou dans les écoles dans lesquelles je voudrais aller? C'est compliqué au niveau macro. J'ai un projet, mais finalement, ce que je projette, est-ce que ça vaudra encore le coup dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce que tout ça, ça existera encore de la même façon? Où est-ce qu'on en sera? Donc tout est vraiment très compliqué. On demande aux jeunes finalement d'apprendre à être le plus flexible et souple possible, ce qui est d'ailleurs très bien, c'est une qualité, mais ça va de pair avec beaucoup d'incertitudes. Et finalement, nous, de notre côté, le retour que nous en avons, je trouve, en tant qu'enseignants, c'est qu'il y a des dysfonctionnements dans la société, des façons d'envisager l'école, d'envisager l'évaluation, d'envisager les mathématiques, et on nous demande à nous de pallier ces problèmes-là, de réparer. Mais c'est pas l'école qui répare. L'école, elle contribue dans un projet de société à faire grandir tout le monde. Mais nous ne pouvons pas, à nous seuls, réparer ce qui ne va pas. Nous avons besoin de paroles politiques, d'une volonté sociale commune, d'une réflexion de fond et de participer en fait avec la société à l'éducation et à l'enseignement de nos enfants. Là, c'est pas le cas actuellement. On entend beaucoup crier dans tous les sens, mais à quel moment est-ce qu'on réfléchit? Voilà, à quel moment on se pose des questions de fond? Comment on fait pour que ça change vraiment? C'est pas juste à notre niveau. Moi, je pense que ce serait bien aussi d'avoir une réflexion, là aussi collective, sur l'évaluation, sur la façon dont on évalue particulièrement en maths, et puis qu'on s'emploie à faire ce que font d'ailleurs beaucoup d'enseignants et de vulgarisateurs en mathématiques, c'est-à-dire à montrer comme cette discipline est accessible, comme elle est belle, comme elle est naturelle, comme tout le monde peut y réussir. Je suis coordinatrice ULIS, je m'adresse à des élèves en situation de handicap, ces élèves font des maths. Donc il y a plein de chemins pour amener aux maths, il y a plein de chemins aussi pour amener aux maths quand on s'en est détourné ou qu'on en a peur, quand on s'y croit ou qu'on y est en échec. Il n'y a aucune raison que ce soit définitif. Pour ça, il faut vraiment qu'on réfléchisse à toute cette vision des mathématiques et à l'application qu'on fait dans le domaine scolaire. Donc là aussi, on a un paradoxe, c'est que les décideurs, les gens du gouvernement font des maths un objet de discrimination finalement sociale et d'élitisme, alors que eux-mêmes n'y sont pas la plupart du temps compétents ou formés. Claire Lomé, dans Être et savoir, Claire Lomé, qui est mathématicienne, vient de publier Une mathématicienne au jardin chez Tana, donc en 2024. Donc on parle d'une pression qu'on diffuse largement aussi des élites vers les élèves, peut-être. En tout cas, c'est ce que dit Claire Lomé dans cette émission sur la pression scolaire. J'aimerais aussi qu'on esquisse des solutions, des voies de sortie ou des désirs, peut-être, pour que cette pression soit un peu moins forte, pour
relâcher la pression. Léa Lota, lycéenne. Alors, moi, je pense que déjà, si on voit qu'on est dans un système qui met toujours plus de pression, c'est ce qu'on constate, mais que le niveau n'augmente pas, voire qu'il baisse, c'est qu'il faut trouver des solutions à ce système. C'est que ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, on ne peut pas attendre 10 ans et constater que le niveau aura encore baissé et se dire, on fait quoi maintenant ? Je pense qu'il faut changer les choses et il faut les changer vite, puisqu'on est en train de former en fait, les gens qui seront adultes demain, qui seront dans des travails et des travaux actifs demain. Donc pour les solutions concrètes et politiques, je vais laisser Manès répondre parce que je pense qu'il le fera mieux que moi. Mais voilà. vous, mais vous nous, avez des désirs des désirs, envies, déjà des emplois du temps. Vraiment, moi, ce qui est ressorti de mes discussions quand j'ai parlé du fait que je venais ici, c'est parle des emplois du temps. En fait, on a des emplois du temps qui sont très, très étalés. Moi, je suis à 32 heures de cours par semaine, sans vraiment compter les pauses, etc. 32 heures de cours par semaine. Et on est dans des emplois du temps où il y a des trous immenses, c'est-à-dire des pauses de 4 ou 5 heures pour manger, ou alors des pauses d'une demi-heure pour manger, des cours 6 jours par semaine. En fait, c'est pas tenable d'avoir des heures comme ça de trous, un emploi du temps complètement désorganisé qui nous fait sortir de chez nous à 7h30 du matin et rentrer à 19h. Pour les moins chanceux, j'ai habité en province aussi, je veux dire, les 1 heure de bus le matin et les 1 heure de bus le soir, on les sent passer aussi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, en tout cas je pense, le souhait des gens avec qui j'ai discuté, c'est réduire le temps de présence au lycée. Pas forcément réduire le temps de travail, mais réduire en tout cas le temps de présence au lycée pour pouvoir permettre d'organiser mieux son temps et son espace mental. Manès, Nadèle, alors il nous reste 3 minutes, je vous les laisse vous les partager avec Aline van der Stersted. Oui, je vais essayer d'être rapide, mais je pense que tout ce qu'on a dit là, les uns et les autres, remet au centre la question de l'école comme un moyen de faire société, ça c'est sûr, et c'est ce qui a été dit par l'intervenante qui était au téléphone. Et je pense que c'est ça. On nous dit oui, Parcoursup, on le prend comme le grand méchant loup, et grosso modo, le problème ne serait pas là, ou il serait ailleurs, où en fait il n'y aurait pas de problème, il y aurait juste des petits ajustements à faire. Mais si on parle désormais pas que de Parcoursup, parce qu'effectivement le problème n'est pas que Parcoursup, on parle du lycée Macron. C'est le lycée de Macron, il a eu maintenant 7 ans pour le mettre en œuvre, il en parle toute la journée et il a fait beaucoup de choses, on ne peut pas lui enlever ça. C'est bien que c'est un changement radical de mentalité, de système qui a été mis en place, et donc c'est un changement de société parce que l'école façonne la société. Et quand on dit donc que finalement le nouveau bac et Parcoursup, ce ne serait pas finalement ça le problème, on dit que, si vous voulez, Margaret Thatcher disait la société n'existe pas. Il n'y a que des individus en concurrence les uns avec les autres. Et bien Parcoursup n'existe pas. Il n'y a que des lycéens en concurrence les uns avec les autres. Et au final, au lycée aussi, on est en concurrence. Et avant même le lycée, parce que maintenant, pour être affecté, il faut avoir telle ou telle note. Et maintenant, parce que on va mettre dans une filière ou une autre des gens en fonction des résultats qu'ils vont avoir, eh bien, c'est qu'il y a une question de projet de société qui s'affrontent. Monsieur Ringard disait qu'il y avait les pays d'Europe qui s'inspireraient de nous, etc. Eh bien, s'ils veulent marchandiser l'éducation aussi, mais qu'ils le fassent, si vous voulez, ou qu'ils ne le fassent pas, justement. Mais en tout cas, il faut défendre une idée d'un lycée sans sélection, et c'est ça qui est posé. Je ne travaille pas ni au ministère de l'Éducation, ni au ministère de l'Enseignement supérieur. C'est vrai que Parcoursup montre aux lycéens qu'il y a beaucoup de formations, des dizaines de milliers. Non, mais c'est super, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on n'était pas obligé d'avoir un calendrier qui mette autant la pression, qui oblige à y penser tout le temps. Et en plus, là, on a fait le choix, effectivement, d'une société de sélection où il n'y a pas de la place pour tout le monde. Ça, c'est un choix de société. C'est la lutte des places dont parle François Dubé. Assumer. Après, très concrètement, sans remettre en question, parce que donc, moi, étant ancienne personnelle de l'éducation nationale, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire pour l'école. Mais ce qu'on peut faire si on ne change pas fondamentalement le fonctionnement de l'éducation nationale, c'est déjà accorder du temps aux élèves. En fait, les lycéens, les adolescents, ils ont besoin de parler à des adultes. Ils ont besoin qu'on les écoute. Ils ont besoin de pouvoir parler de leur quotidien aussi, de ce qui les tracasse. Et pas que de l'école. Et pas que de l'école, mais aussi de l'école. Et ils ont besoin de faire ça notamment avec leurs profs parce qu'ils leur font confiance, parce qu'ils ont souvent des relations fortes, des relations de qualité, pas forcément avec tous les profs, mais avec certains. Et pouvoir avoir ce temps-là avec des adultes qui vont les aider à faire face aussi au tracas du quotidien, parce que le stress, ça fait partie de la vie aussi. C'est pas tout le temps une menace pour la santé. Mais voilà, c'est des adolescents qui sont en construction et qui ont besoin aussi d'avoir des adultes à qui parler, tout simplement. Il faut leur faire confiance. Et je pense qu'effectivement, c'est une partie de la solution, de faire confiance aussi un peu dans l'avenir. C'est aux adolescents, à leur capacité de flexibilité, de rebondir. Et c'est pas parce qu'on n'a pas exactement ce qu'on voulait sur Parcoursup que la vie est foutue.
Il faut faire aussi un petit peu confiance à la vie, même si voilà, les diplômes comptent. On peut peut-être changer son parcours. Une émission très importante de la chaîne Les Pieds sur Terre consacre un reportage à l'affaire du suicide et des manifestations qui s'en sont suivies à Paris, le suicide d'un lycéen au lycée Victor Hugo, qui avait provoqué des grandes réactions. Ce sera le vendredi 20 décembre et bien sûr en podcast. J'écouterai évidemment, j'espère que vous aussi. Je vous remercie tous les 5 avec Jean-Charles Ringard d'avoir participé à cette émission. Manès Nadel, Léa Lota, Claire Lomé, ça va faire 6 en fait, avec Aline Vanzo-Tersted et puis notre stagiaire. Merci beaucoup Fiona d'avoir été avec nous ce soir.